frère Jérôme et Isabelle est notre référent budget-finance depuis le début de la constitution de la liste. Merci Vanessa. Je vais commencer peut-être à me présenter rapidement, mais ça a été fait. Simplement, je voulais rajouter juste une petite parenthèse. Professeur d'université, on est habitué à ce qu'il y ait des activités, bien entendu, d'enseignement et de recherche. Il y a une face cachée des fonctions d'un professeur d'université qu'on connaît très peu. C'est des missions d'évaluation. Ce sont souvent des missions électives qui peuvent être menées au niveau local ou au niveau national. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'être membre élu de tous les établissements que j'ai fréquentés, du conseil d'administration, l'Université d'Auvergne, l'Université Lyon 2, et dans ces conseils d'administration, que font les administrateurs? Ils votent un budget, participent à la délibération budgétaire et tracent les grands enjeux d'investissement de l'université, compte tenu des moyens. Et puis, il y a des missions nationales aussi. J'ai été longtemps expert auprès du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur, où vous êtes amené en tant qu'expert à évaluer des établissements entiers, c'est-à-dire que l'État, bien entendu, soucieux des deniers publics, va faire une évaluation systématique en fin de contrat quinquennal pour savoir si les deniers de l'État ont bien été utilisés. Alors, le fonctionnement d'une université, ça fonctionne un peu aussi en termes de budget comme une commune. Il y a un budget de fonctionnement, il y a un budget d'investissement. C'est Jérôme qui commence. Voilà. Alors, le but, c'est de vous expliquer un peu. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs interventions où on vous dit qu'on va faire un certain nombre de choses. Et la question qui se pose immédiatement, mais tout ceci, ça coûte combien? Comment vous allez faire? Alors, c'est un peu le but. Premièrement, je crois qu'il y a quelque chose qui se distingue des autres listes dans notre méthode. C'est cette méthode qui consiste à mettre en place un plan pluriannuel d'investissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, qu'un plan pluriannuel d'investissement, il va permettre de planifier des investissements dans un projet global dans lequel va s'insérer la commune, sur plusieurs années, voire même sur des années qui peuvent dépasser la durée d'un mandat. Ça veut dire anticiper. Alors, j'entends souvent ces derniers temps une gestion de bon père de famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une gestion de bon père de famille? Ça veut dire, selon moi, deux choses. La première chose, capacité d'une commune à dégager une épargne régulièrement, et c'est le cas de notre commune depuis de très nombreuses années, et si je le pouvais, j'applaudirais des deux mains sur ce sujet, puisqu'effectivement, depuis de très nombreuses années, sans augmenter la fiscalité, sans avoir recours à l'emprunt, la commune dégage en moyenne entre 900 000 et 1,2 million d'épargne qui viennent s'accumuler dans la section d'investissement pour assurer un autofinancement. Ceci a permis d'atteindre début 2025 presque 10,5 millions d'excédents d'investissement cumulés. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et la partie immergée de l'iceberg, vous savez, c'est celle qui a été fatale au Titanic. Alors, la partie immergée de l'iceberg, c'est qu'un bon père de famille, c'est aussi quelqu'un qui a un projet d'investissement, un projet de vie, non seulement pour lui, mais pour ses descendants aussi. Donc, il va être attentionné pour maintenir en bon état son patrimoine. Il va éviter de faire en sorte que les volets deviennent défaillants, que la toiture fuit et qu'il transmette à ses héritiers un bien en très mauvais état. Donc, il va planifier et il va le faire de manière régulière. Il va se fixer des étapes avec des projets et des investissements associés. Eh bien, c'est ceci que l'on peut faire. Alors, il y avait un petit détail aussi. Vous avez vu qu'il y avait une dernière petite remarque qui était rendre visible, partager une vision claire et transparente avec les habitants. Ça veut dire que les habitants, il faut qu'ils aient accès aussi à toutes ces informations financières. Moi, aujourd'hui, quand je vais sur le site de la mairie et que je clique sur un onglet qui s'appelle « Budget, fiscalité »,
je tombe sur une page où on me dit en cours de rédaction. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir accéder au compte financier, au budget primitif 2026, au budget annexe assainissement, au budget du CCAS, au budget de l'EHPAD. Je n'ai pas accès à tout ça. Alors maintenant, il faut se baser aussi sur une réalité. J'ai entendu ici et là beaucoup de projets qui fleurissent dans nos boîtes aux lettres, avec un véritable inventaire à l'après-vert. Parfois, c'est associé d'un chiffrage, parfois pas du tout. Quand c'est associé d'un chiffrage, on mélange, hélas, malheureusement, le fonctionnement, l'investissement, ce qui fait que c'est un peu confus, c'est pas très clair. Alors, dans ce dont je vais vous parler par la suite, je ne vous parlerai que des budgets d'investissement et des projets d'investissement. Deuxième chose, c'est que j'ai entendu aussi que nous pouvions bénéficier d'une pluie de subventions. Alors, je ne vais pas vous faire une nomenclature de tous les guichets auxquels une commune peut avoir accès. Ça a déjà été fait, c'est un peu soporifique, et je ne vais pas répéter ça. Mais une subvention, elle est importante quand on l'a, et surtout quand on fait en sorte de pouvoir la conserver et de ne pas être amené à la rembourser. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans les projets d'investissement dont je vais vous parler d'investissement hors subvention, parce que bien entendu, je ne peux absolument pas prévoir, je n'ai pas de boule de cristal, pour savoir s'il y aura ou pas des subventions. Je vais quand même rappeler que nous sommes dans un contexte budgétaire compliqué, que la loi de finances 2026 prévoit de prélever 5 milliards sur les collectivités locales, que le département lui-même est en situation difficile sur le plan financier, que la CCSB elle-même a vu sa capacité de désendettement passer de 5 ans à 8 ans. Alors une capacité de désendettement, j'utilise des termes techniques, c'est très simple. La question qu'on se pose, c'est si vous avez emprunté et si vous consacriez toute votre épargne au remboursement de l'emprunt, combien mettrez-vous d'années pour rembourser? Donc c'est très simple. Si vous dites que votre capacité de désendettement est de 4 ans et que chaque année vous mettez 1 million d'épargne de côté, votre capacité d'emprunt est de 4 millions. Alors, on a un budget primitif qui a été voté, donc bien entendu, l'équipe qui arrivera après les élections sera amenée à suivre tout ou partie ce budget primitif. Je fais quelques rappels. 8 millions de dépenses nouvelles qui sont inscrites au budget primitif de 2026. Il reste 4 millions 100 de dépenses engagées en 2025 et qui restent à réaliser. Et dans les 8 millions de dépenses nouvelles, il y a, comme ça a été dit tout à l'heure, des dépenses qui sont effectivement très nécessaires, qui sont utiles. Peut-être auraient-elles pu être programmées avant pour éviter ce choc brutal d'augmentation des dépenses dans la seule année 2025 où on a engagé et réalisé presque plus de 9 millions de dépenses. Alors il y a la cuisine centrale, 2 millions d'euros, qui complète le 1,5 million d'euros déjà investis. 3 millions dans l'extension de l'école maternelle et d'une AJE, un équipement d'accueil de jeunes enfants. 1 million de voiries. Et puis, terminer le terrain de Montauban, notre équipe si prestigieuse et qui nous apporte beaucoup de succès. Et pour équilibrer ce budget, le budget primitif prévoit 1,8 million d'emprunts et 1 million de cessions immobilières. Alors, je vais vous parler maintenant des projets d'investissement et je vais séparer les choses en deux. Je vais d'abord vous parler des projets d'investissement chiffrables, de manière raisonnable. Et puis il y a tout un ensemble de projets d'investissement dont vous verrez qu'il est impossible, à mon avis, tout en étant réaliste, de les chiffrer, parce que tout simplement, ces projets ne dépendent pas que de nous, ils dépendent d'autres décisions. Alors parmi les projets chiffrables, il y a bien entendu un sujet qui nous tient à cœur, sur lequel on est attaché depuis plusieurs années, qui est la création d'une halle polyvalente en lieu et place du foyer municipal.
Alors, je voudrais corriger ici quelques éléments un peu d'informations erronées qui ont pu être diffusés. On n'est jamais mieux placé pour parler de son projet que soi-même, plutôt que de le faire par les autres. Donc je me garderai bien de parler des projets des autres, mais en revanche, je voudrais bien être précis et rappeler certaines choses sur ce projet de foyer municipal. Le but, c'est de développer l'animation du centre-bourg de plusieurs manières, et en particulier de profiter de la transformation de ce foyer municipal en halle polyvalente pour redynamiser le marché. Alors, il n'a jamais été question de faire rentrer dans le foyer municipal les camions frigorifiques. Hein, et oui, ça prête à sourire. Pourquoi? Parce que les camions frigorifiques, ils resteront toujours là où ils sont, sur la place de l'église ou sur la place du parking. Et à l'intérieur du foyer municipal, il y a la place pour avoir 10 producteurs locaux qui vont occuper 150 mètres carrés. Et puis il restera à peu près 400 mètres carrés autour pour circuler et pour avoir un lieu d'animation sur lesquels nos conscrits pourront organiser leurs ventes, déguster de temps en temps. Et puis, au-delà de ceci, organiser aussi des opérations apéro-concerts, des mini-expositions, des dédicaces, bref, recréer une animation pour que les gens aient un motif pour venir en Saint-Georges et venir au marché, non seulement pour aller au marché, mais pour aussi avoir un lieu d'animation intergénérationnelle, comme l'a voulu le créateur de ce foyer municipal. Alors, j'ai entendu dire aussi, oui, mais tout ceci, ça va faire du bruit. Ça va gêner les voisins, hein, les habitants. Alors, pour tous ceux qui ont cette crainte, je les invite à aller en semaine ou le week-end à un petit village magnifique qui s'appelle Julier. Il est tout petit, ce village. Hein. Mais la mairie a donné des locaux utilisés, un caveau, des gîtes. Et il y a un couple qui a organisé une animation qui est en fait un bar à vin où on déguste des produits locaux. Vous savez qu'on est dans un secteur où il y a quand même de très bons vins. Et ceci crée une animation extraordinaire. Il y a un monde fou qui vient dans ce village. Et pourquoi ça ne gêne pas les voisins? Ben, tout simplement parce qu'il a été décrété par la mairie qu'à partir de 21h30, voire 10h au maximum, ça ferme. Alors bien entendu, si on se couche à 18h, si on n'aime pas le chant du coq, si on n'aime pas le clocher qui sonne, je n'ai pas de solution pour cette solution. Super. Deuxième chose, et vous voyez que ce projet, on l'a chiffré à 1,1 million. Le cabinet d'architectes Escale avait chiffré la réévaluation de ce foyer municipal à 900 000 € en 2020. On l'a chiffré à 1,1 million. Aménagement de la place de l'église et locaux communaux. Il y avait des projets sur ce sujet, mais nous, on aimerait aller plus loin, puisqu'on aimerait réhabiliter un certain nombre de bâtiments communaux qui existent sur la place de l'église pour y créer des commerces et des logements, tout en réfléchissant avec les commerçants et avec les habitants de la place de l'église sur les problèmes de parking. Il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de discuter, d'échanger. Hein, c'est toujours cette idée de démocratie participative. 2 millions d'euros, évaluation. Un plan d'entretien annuel de rénovation de la voirie et de création de modes doux, de manière à avoir une prévention des risques accidentogènes, meilleure qualité de vie, environnement. Alors il y a des efforts qui ont été faits récemment, hein, vous le savez. L'état de chantier de la commune vous démontre chaque jour qu'effectivement il y a de gros efforts qui ont été faits sur la voirie, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. On prévoit 3,5 millions sur ce sujet. Nos spécialistes dans l'équipe nous ont permis de dire qu'il faudrait mettre en place un plan d'entretien annuel où on pourrait dégager chaque année 150 000 € uniquement pour l'entretien et le reste pour la rénovation. Ça ne suffira pas pour rénover l'intégralité, hein, sans doute, mais ça permettra d'avancer dans le mandat. Je vous rappelle que dans le budget primitif 2026, il y a 1 million d'euros programmés. Donc en fait, notre opération ne coûte que 2,5 millions de plus. Je suis en train de raisonner sur l'intégralité du mandat. Bien entendu, je le précise, hein, ce ne sont pas des chiffres annuels. Végétalisation, verdissement, ça a été exposé, 400 kg. Réhabilitation et notamment création d'équipements sportifs au parc Montchervet.
pour développer la qualité de vie à tous les âges, restaurer les terrains de tennis, mettre une piste de pump tract pour les jeunes, un parcours santé, 400 kg. Équipement d'un deuxième agent de police, plan communal de sauvegarde, développement et poursuite du développement de la vidéosurveillance. On a évalué ceci à 400 kg en matière d'investissement sur le mandat. Je précise qu'il faut rajouter aussi un coût de fonctionnement, puisque recruter un agent de police supplémentaire, si on prend le cas d'une catégorie C, premier échelon, ça s'évalue à peu près à 45 000 € un coût chargé. Alors, bien entendu, si c'est un reclassement, si ce n'est pas le même échelon, ça coûtera plein. Sobriété énergétique des bâtiments communaux, ça a des enjeux d'environnement, ça a été dit, 500 kg €. Au total, sur la totalité du mandat, qui peut faire 6 ou peut-être 7 ans, c'est 8 300 000 € à peu près. Donc, la question qu'on peut se poser, bien entendu, c'est mais comment vous allez financer tout ceci, hein? C'est ce que vous verrez, non pas la diapositive suivante, mais la dernière. J'entretiens un peu le suspense. Ensuite, il y a tout un ensemble de projets qui sont tout aussi importants pour la dynamique de notre commune, qu'il faut intégrer dans le plan pluriannuel d'investissement, mais qui, en l'état actuel des choses, ne peut être chiffré par quiconque. D'abord parce que ça ne dépend pas que de nous. Alors, bien entendu, le vieux serpent de mer, l'aménagement de la traversée de Saint-Georges. Beaucoup de municipalités ont essayé de résoudre le problème. Bien entendu, l'enjeu, c'est d'apaiser la circulation, c'est d'essayer de casser cette linéarité de village traversant qui nous fait tant défaut. Les gens traversent la commune et s'y arrêtent pas. L'idée, ça serait de pouvoir faire une traversée sécurisée au niveau de l'espace Charles de Gaulle, de pouvoir, puisqu'il y a un avantage d'avoir des bâtiments qui appartiennent à la commune, un terrain qui appartient à la commune, de part et d'autre, de faire une coulée verte qui permettrait de traverser de l'espace Charles de Gaulle avec un parking paysager à ce niveau pour ceux qui traversent Saint-Georges trouvent un motif de s'y arrêter et non pas d'être pressés de voir les feux verts se passer pour pouvoir traverser. Et cette coulée verte permettrait, avec une traversée sécurisée, de regagner le parc Montchervet de l'autre côté. Bien entendu, tout ceci, ça ne peut se faire qu'en concertation avec le département. La CCSB, puisque dans le cadre du PLIH, il y a des OAP sur les entrées de ville, des opérations d'aménagement prioritaire sur les entrées de ville. Puisque je parle de l'espace Charles de Gaulle, voilà un espace avec 3 bâtiments qui appartiennent à la commune. Vous avez la Maison Carrée, l'ancienne école de musique, que je trouve magnifique, et puis la salle aux arcades. Pourquoi ne pas créer un 4e pôle d'attractivité dans notre commune? Il y en a 3, il y a la place de l'église, il y a tout l'espace Montchervet, il y a le quartier de la gare et des Gravins. Il pourrait y avoir un 4e pôle d'attractivité autour de cet espace Charles de Gaulle. Et une des idées possibles, ça serait d'y regrouper une sorte de pôle culturel. On pourrait se retrouver ici, la bibliothèque, le musée de Ludna, l'école de musique, l'harmonie, une école de danse. Alors il faut voir la faisabilité technique, bien entendu. Il faut que ceci se fasse en concertation avec les usagers des structures impliquées. Les ABF, puisqu'on est dans un périmètre qui dépend aussi des architectes et bâtiments de France, la direction régionale de l'animation culturelle, et puis l'Agence nationale de la cohésion territoriale dans le cadre des programmes Petite Ville, qui peut apporter son aide à ce genre de projet. L'aménagement de l'ancienne gare en espace de coworking, ça permet de développer des services qui sont associés à la mobilité, du télétravail, du réseautage, du club d'entreprise. Là encore, on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut une concertation avec la SNCF dans le cadre du projet Place de la Gare. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Isabelle Brûlé tout à l'heure, qui est beaucoup plus compétente que moi encore sur le sujet, mais qui est l'implantation d'une résidence senior intergénérationnelle et une éventuelle mutualisation avec l'EHPAD.
Je crois que ça a été très clair tout à l'heure. Notre EHPAD a des problèmes structurels, de vétusté, de difficultés de trésorerie. Ça répond à un enjeu social. Et ça permettrait peut-être aussi, cette création de résidences seniors, de valoriser un patrimoine immobilier qui pour l'instant n'est pas utilisé. Sous quelles conditions, sous quelle forme? Et là encore, c'est difficile pour nous de répondre pour des raisons très simples. Nous n'avons pas eu accès au budget de l'EHPAD, nous n'avons pas accès au budget du CCAS. Ce sont des informations qui devraient être transparentes. Il faut une concertation avec le département, il faut une concertation avec l'ARS, les bailleurs sociaux éventuellement, les organismes privés, les ABF. Donc c'est un dossier très compliqué. Enfin, aménagement de l'espace sportif de Bois-Franc. Ça permettrait d'élargir les structures d'accueil en salle et en plein air, développer la pratique du sport pour tous. Là encore, c'est une concertation avec la CCSB. Elle a prévu 3 millions d'euros dans le cadre de son plan pluriannuel d'investissement sur ce projet. Concertation aussi avec le département, qui, bien entendu, a la compétence pour le collège sur ce projet. Dernièrement, dernière question, comment financer tous ces projets? Je ne vous cache pas que si nous étions élus, il y aurait sans doute une réorientation de certaines dépenses qui sont programmées dans le budget primitif 2026. Sous quelle forme? On a la possibilité de faire un budget supplémentaire, tout à fait possible. Mais je pense qu'il y a 1,5 million d'euros dans le budget primitif 2026 qui pourrait être réorienté. Rationaliser les dépenses, bien entendu, c'est un moyen de réduire les consommation de bâtiments moins énergivores. Moins de frais d'études. Je crois que les frais engagés de frais d'études pour la revitalisation du centre-ville ont représenté en 2025 120 000 euros. Je crois qu'avec 120 000 euros, on peut refaire les 2 terrains de tennis. Gestion maîtrisée des dossiers de demande de subvention, mais oui, c'est compliqué les dossiers de demande de subvention, donc il faut avoir une assistance technique, on peut faire appel à des aides là-dessus, puis il faut éviter de se trouver dans une situation où on est amené à rembourser des subventions, dans un contexte difficile que j'ai tracé tout à l'heure. Alors, quand on investit beaucoup et rapidement une seule année, il y a une contrepartie qui est quand même positive. C'est qu'on devrait avoir des retombées en termes de recettes d'investissement via le fonds de compensation de la TVA. Je rappelle aussi que même quand on n'augmente pas les taxes locales, on a une augmentation mécanique de l'assiette des impôts locaux par l'augmentation de la démographie. Alors on va me dire, oui, mais plus de monde, plus de services, donc plus de coûts. Oui, mais il y a des effets de seuil. Quand on a suffisamment avancé dans le montant des services, on peut se permettre d'absorber une démographie sans avoir à supporter des coûts structurels trop forts. Et donc cette augmentation mécanique, vous voyez que les statistiques sont assez intéressantes. De 2013 à 2023, on a eu 33,4% de recettes de plus sur le foncier non bâti, 17,7% sur le foncier bâti. Vendre des bâtiments communaux non stratégiques pour l'avenir, c'est aussi une option, elle a été envisagée par d'autres listes. Maintenir un taux d'épargne proche de la moyenne nationale, alors c'est mal parti dans les prévisions, puisque les prévisions, je crois, du budget primitif 2026 en sont à 16%, enfin ce sont des prévisions, jusqu'à présent on était plutôt aux environs de 30-30%, la moyenne nationale est à 21,4%. Si on a un taux d'épargne proche de la moyenne nationale, 21-22%, on peut produire de l'autofinancement régulièrement, de manière assez confortable. Et puis certes emprunter, pas catastrophique d'emprunter, c'est pas suicidaire, à condition que la capacité de désendettement reste inférieure à 4 ans, ce qui est raisonnable. La moyenne nationale est à 4,7 ans pour les communes de même taille que Saint-Georges. Le seuil d'alerte est à 12 ans et notre CCSB est à 8 ans. Donc 4 ans, ce n'est pas un engagement trop fort. Voilà ce que je voulais vous dire sur nos projets d'investissement. Je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention.